Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mélissa Drali, une neuropsychologue fraîchement diplômée, pour plonger au cœur de nos émotions. Ensemble, nous allons découvrir comment aborder et gérer ces émotions. Alors si tu as l'impression d'être submergé par tes émotions, ou si tu perds tous tes moyens face aux émotions des autres, cet épisode est fait pour toi. Attends-toi à apprendre ce qu'est une émotion, comment réguler tes émotions, quelles sont les habitudes à prendre pour stabiliser ton état émotionnel, comment est-ce que la méditation peut t'aider à traverser des émotions négatives, qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle, comment réagir face aux émotions des autres, pourquoi il ne faut pas fuir ces émotions négatives et bien plus encore. À la fin de cet épisode, tu auras toute une série d'outils pratiques et concrets pour t'aider à réguler tes émotions. Tu sauras quelle attitude adopter envers tes émotions négatives et celles des autres. Alors j'espère que cet épisode te plaira et te sera utile. Merci encore pour ta curiosité et sur ce, je te prie d'accueillir Mélissa Drali. Bonjour Mélissa. Bonjour. Alors pour commencer l'épisode, je te propose de te présenter un petit peu, dis aux gens qui tu es, sur quoi tu travailles, quel est ton nouveau métier. Je suis Mélissa Drali et je suis fraîchement psychologue spécialisée en neuropsychologie. J'ai fait des études de psychologie, une licence et un master spécialisé en neuropsychologie. Du coup, je suis diplômée depuis un mois, tout juste. Sur quoi je travaille ce dont on va parler, c'est pas forcément la seule chose sur laquelle j'ai bossé pendant le master, mais j'ai travaillé sur le lien entre les émotions et le ressenti corporel et les implications pour la régulation émotionnelle et les différentes thérapies des émotions. Du coup Mélissa, je te propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Peut-être qu'on peut commencer Mhm. par, tu peux commencer par définir ce qu'est une émotion, parce que c'est un peu compliqué, il y a beaucoup de définitions, et c'est aussi quelque chose que chacun a l'impression d'être capable de, enfin, on sait tous intuitivement ce que c'est, mais voilà, peut-être commencer à définir ce qu'est une émotion, la différence peut-être entre une affect, une émotion et un tempérament. Ok, effectivement, il y a beaucoup de termes qu'on utilise un petit peu de façon interchangeable et qui ne sont pas forcément en réalité. Donc une émotion, c'est une réaction psychophysiologique à un stimulus donné, donc un stimulus interne ou externe, une pensée, un événement ou autre. C'est souvent décrit comme un état transitoire, bref, qui va avoir différentes composantes. On va avoir une composante cognitive qui est liée à l'évaluation de ce qu'on ressent, de la situation. On va avoir une composante physiologique qui renvoie à tout l'aspect activation physiologique, rythme cardiaque, ce qu'on ressent dans notre corps. Et on a l'aspect comportemental qui est un petit peu la conséquence finalement de l'émotion, comment on va se comporter, les expressions faciales, ce qu'on va faire, etc. Après, comme autre terme, on va aussi avoir les sentiments. Un sentiment, en général, un sentiment, ça renvoie à l'aspect entre guillemets cognitif de l'émotion. Ça va renvoyer à l'évaluation de l'émotion, à l'évaluation de notre état et du contexte. On a aussi l'humeur. Qui est un état plus prolongé, un état émotionnel entre guillemets plus prolongé qu'on va ressentir sur un temps plus long. L'affect, ça regroupe un peu tout ça. Un affect, ça regroupe émotion, sentiment, humeur, c'est un petit peu un terme parapluie. Et le tempérament, c'est ça peut être défini comme un trait ou une prédisposition à ressentir certaines émotions, un petit peu qui va guider notre état émotionnel. Un tempérament, il y en a qui disent que c'est inné, que c'est génétique, d'autres qui disent que ça se construit en fonction des expériences de la vie, d'autres qui disent que c'est un peu des deux, mais voilà, c'est un petit peu un trait stable, ça fait partie de notre caractère. Voilà. Donc pour résumer, on va avoir trois gros trucs. On va avoir les Mhm. émotions qui sont vives et rapides. Oui, On va qui sont avoir vraiment en réaction à quelque chose. le sentiment qui est plus quelque chose qui va durer quand même un peu plus longtemps, qui est moins éphémère. Non, du coup, ça, c'est l'humeur. Ah, l'humeur, ok. En fait, on va avoir les émotions, c'est une réponse à quelque chose et ça va être un état transitoire, rapide. Le sentiment qui renvoie à la dimension cognitive des émotions. L'humeur qui va être quelque chose qu'on ressent plus longtemps et qui n'est pas forcément en réponse à quelque chose.
et l'affect qui regroupe tout ça, et le tempérament qui représente un trait qui fait partie de notre caractère, qui va un petit peu guider notre vécu émotionnel au long de notre vie. Voilà. Et du coup, est-ce qu'il y a des catégorisations qu'on peut avoir de personnes par rapport à leur tempérament, où les gens peuvent savoir, enfin, le tempérament, en gros, c'est des prédispositions à avoir peut-être plus tendance à ressentir des émotions négatives, plus être susceptible aux émotions positives ou au tempérament de colère, ou c'est vraiment ça? Ou est-ce que c'est juste un ton qui est dans le fond, par exemple, on va juste être plus négatif tout le temps en moyenne? Ou est-ce que c'est juste une prédisposition à avoir des émotions plus négatives, par exemple, ou plus positives ou... La définition là, elle est compliquée, cette distinction à faire, parce que, bah, à ma connaissance, il y a pas vraiment de consensus, là-dessus. Enfin, même dans la définition des émotions, il y a pas toujours, la même définition qui est donnée. Mais en fait, ben, un tempérament, on peut le voir des 2 façons, dont tu l'as dit. Il y en a qui vont utiliser ce terme, juste pour dire: «Bon, cette personne, elle est pessimiste, elle est plus négative», et d'autres qui vont l'utiliser, bah, en fait, l'un renvoie à l'autre un petit peu. Si on est plus négatif, et ben forcément, on va plus ressentir d'émotions négatives dans notre quotidien Hmm. et avoir des réactions plus négatives à certaines situations. Ok, génial. Et est-ce que tu pourrais maintenant nous faire parcourir un petit peu l'histoire? Comment est-ce que les émotions évoluaient par rapport à ton thème? Donc toi, c'était émotion et ressenti corporel. Oui. Donc comment est-ce que c'était quoi les idées de base? Comment est-ce que ça a un petit peu évolué et quelle est la vue actuelle sur le sujet? En lien avec le ressenti corporel, la vision des émotions, elle a un petit peu oscillé entre une vision très périphériste des émotions et une vision très centraliste. Donc les visions périphéristes se concentrent essentiellement sur les réactions physiologiques en lien avec les émotions, tout ce qui est le corps. Et les visions centralistes se concentrent plus sur le cerveau, l'aspect cognitif, etc. Alors déjà dans l'Antiquité, le rôle, du corps dans les émotions était mis en avant par des philosophes, comme, Aristote, Spinoza et cetera, dans la philosophie classique. On parlait déjà des émotions, comme des états, psychosomatiques. On voyait les émotions, comme des modifications, du corps, des mouvements de l'âme dans le corps, et que c'était la perception de ces modifications qui créait une émotion. Et ça a beaucoup influencé les théories périphéristes des émotions, comme les théories de James et Lange, par exemple, qui disaient qu'en gros, un événement, un stimuli donné va créer une modification corporelle, et que c'était la perception de ces modifications corporelles qui allait créer l'expérience émotionnelle. Après ça, on a eu des théories qui se sont inspirées de ça en disant que bah, c'était pas totalement ça, parce que en fait, on se rend compte que les réactions physiologiques, elles sont souvent indifférenciées entre différentes émotions. Par exemple, la peur et l'excitation, on va avoir une augmentation du rythme cardiaque, de la sudation, et du coup, qu'il fallait prendre en compte le contexte. Et que donc, l'expérience et l'émotionnel, elle allait être créée par l'évaluation du contexte, après la perception des sensations corporelles, l'évaluation du contexte dans lequel ces modifications ont lieu, et que c'est à partir de ça qu'on en allait inférer une cause à notre état et ressentir une émotion donnée. Ensuite, on a eu avec la montée du cognitivisme, on a eu un peu une vision assez centraliste des émotions qui a émergé, en disant qu'en fait, un stimuli, ça allait soit d'abord créer une émotion au sens cognitif du terme, et qu'ensuite ça allait induire des modifications corporelles, ou bien que c'était simultané. Donc un stimule donné va induire en même temps des modifications corporelles et des changements, des pensées, etc. Et que du coup, bon, on relègue un petit peu les changements corporels au rang de conséquences. Et c'est plus vraiment quelque chose qui construit les émotions. Sauf qu'après ça, on a revu un petit peu des gens qui ont dit bah non, il faut prendre aussi en compte le corps dans tout ça. Euh, je pense notamment à la théorie des marqueurs somatiques de Damasio, dont vous avez déjà parlé dans un autre épisode, il me semble. Normalement, oui, on l'a vu, mais peut-être que tu peux refaire un point rapide sur ce que Ok. c'était pour si jamais.
Du coup, rapidement, cette théorie, elle dit que dans un contexte donné, on va avoir des changements physiologiques et que du coup, notre cerveau allait encoder le contexte de la situation dans laquelle on ressent ça pour la lier. Lier ce qu'on ressent à une situation donnée et que du coup, c'est ça qui allait créer l'expérience émotionnelle. De façon très très grossière. Juste pour ajouter, en gros, c'est Damasio qui s'est rendu compte que les patients qui avaient, c'est le cortex préfrontal, ventral, médian ou quelque chose comme ça. Ouais, ventromédian. Ouais, ventromédian, je crois. Bref, ils avaient une partie par là qui était en moins. Et cette partie-là les empêchait de ressentir des émotions. Et en fait, ils étaient incapables de faire n'importe quel choix dans leur vie quotidienne. Et du coup, c'est comme ça qu'il en arrivait à penser que les émotions, il y avait besoin d'un ressenti corporel. Parce qu'en plus, cette partie-là, du coup, il s'est rendu compte avec des études que si on leur présentait certains stimuli, des choses comme ça, ils n'avaient pas le ressenti corporel qui allait avec. Ou alors, il n'était pas intégré. Je ne sais plus quelle partie est vraie. Mais de toute façon, vous verrez si vous laissez plus développer dans l'épisode avec Bruno Truchet qui est déjà sorti normalement. Voilà, c'est mémoire et émotion. T'es un grand expert. Écoutez cet épisode. Après ça, qu'est-ce qu'on a aussi comme théorie Oui, après, on a les théories constructivistes. Je sais pas, pareil, si vous en avez déjà Non, ça, on n'a pas vu. parlé. C'est plus récent, là, avec Lisa Feldman-Barrett, c'est Ouais, ça? avec Lisa Feldman-Barrett. Et alors, en gros, la base des théories constructivistes, c'est que, alors grossièrement, c'est que les émotions sont propres à chacun. C'est qu'en fait, le cerveau crée l'émotion en temps réel et que c'est pas quelque chose d'inné, c'est pas quelque chose d'universel, c'est que dans une situation donnée, le cerveau crée l'expérience et que du coup, c'est vraiment très individuel et propre à chacun. Donc la peur que tu vas ressentir ne sera pas forcément la peur que je vais ressentir. Et un petit peu, c'est très inspiré finalement des théories de l'évaluation cognitive, c'est que du coup, on va prendre le contexte, ce qu'on ressent, et on va en faire, et le cerveau va créer une émotion, sauf que là, ça va être en temps réel. Et aussi, il y aurait des éléments fondamentaux allant aussi divers que l'attention, la mémoire, la douleur, qui vont participer à la création de cette expérience émotionnelle. Ce qui est bien dans ces théories, c'est que du coup, ça montre le petit côté individuel des émotions et qu'on ne ressent pas tous les choses de la même façon, ça c'est important de le dire. Après, personnellement, ça me titille un petit peu parce que je trouve en tout cas, Lisa Feldman, elle tombe un petit peu dans le développement personnel parce que du coup, ce qu'elle dit, c'est que en modifiant notre façon de penser, on va modifier notre vécu émotionnel. Alors, oui, il y a un peu de vrai dans ça, mais je trouve que c'est très réducteur et c'est un peu, enfin, je veux dire, c'est beaucoup plus compliqué que ça en réalité, c'est pas si simple. Après, bon, je sais qu'elle écrit des livres et tout, c'est un petit peu son fond de commerce, mais voilà. Et puis aussi, je pense, une grosse limite, c'est ces fameux éléments fondamentaux, éléments de base qui en réalité sont très complexes, très variés. Pourquoi ça serait ça, les éléments de base? Enfin, si on prend l'attention, la mémoire, la douleur, l'interoception, enfin, ça j'ai du mal à voir en quoi ce sont des éléments de base. Après, comme théorie des émotions, il y a toutes les théories de la cognition incarnée qui dit que le corps la cognition est indissociable du corps dans lequel elle s'incarne et donc qu'en fait on a juste une interaction de tous nos systèmes qui va créer absolument toute l'expérience de vie en fait de quelqu'un en gros. Après, on a des théories plus récentes, un peu les théories du cerveau prédicteur, qui vont voir les émotions comme des indices qui nous aident à prévoir les situations et donc à prendre des décisions. Donc, les théories du cerveau prédicteur, ça rejoint un petit peu le côté de constructiviste et le côté un peu de Damasio. Oui, c'est plus récent, donc c'est assez récent, donc forcément ça s'inspire de tout ce qu'il y a eu avant. Euh, donc oui, après dans ces théories-là, honnêtement, je saurais pas dire exactement. C'est la chose que j'ai le moins étudiée, donc je saurais pas dire exactement comment ils définissent l'émergence de l'expérience émotionnelle. Ce serait quelque chose à creuser. Ok. Je ne sais pas. Et du coup, actuellement, c'est quoi qui
qui est le plus utilisé, enfin, ou qui est considéré, je sais pas s'il y a une théorie qui est considérée comme plus valable pour le moment que d'autres, ou sur ce que tu as travaillé toi en point de vue émotion et intégration corporelle. Je pense, en ce moment, ce qui est un peu en vogue, c'est plus les théories de la cognition, incarnée, parce que enfin, ça reflète un peu une tendance, générale en neurosciences et en psychologie on avait une vision très, ouais, une vision dualiste et aussi une vision, enfin, au niveau cérébral, ça serait, tel aire s'occupe de Ah oui, ça, telle aire ok. s'occupe de ça. Finalement, vraiment, séparer les choses, hem alors que maintenant, on évolue, plus, vers en fait, tout le cerveau est interconnecté, tout fonctionne ensemble et en fait, on a, Un système unifié plus que des aires individuelles qui font quelque chose en particulier et que si on laisse, ça disparaît. C'est plus complexe que ça. Et une aire qui fait quelque chose, il peut y avoir des aires qui vont plus participer dans un certain exactement, phénomène, c'est ça. mais elles vont toujours être appuyées sur d'autres choses à côté. Donc Mmh. Parce qu'on on va peut pas avoir se des contenter de cibler un spécialisations. seul endroit et de se dire que c'est là que ça se passe et ignorer le reste. C'est ça, oui, voilà, c'est ça, de ne pas vraiment séparer, qu'on a une spécialisation, mais que tout fonctionne ensemble. Voilà. Ouais, ce qui rend les choses un peu plus compliquées à étudier du coup. Bah, forcément, mais c'était tellement compliqué le cerveau, on en sait tellement peu en réalité, Bah, je trouve que ça fait la bonne transition pour qu'on ait voir les mythes parce que je oui. pense qu'il y a beaucoup de mythes encore sur les émotions et il y en a beaucoup qui sont dus justement à juste une trop grosse simplification de ce qui se passe. Les mythes, alors, bah, il y en a plein. Il y a plein, plein de mythes, je pense, sur les émotions. Un mythe qu'on a, je pense, c'est, de dire que les émotions, seraient un petit peu, opposées, à la rationalité. Elle a raison. Donc, à la raison, que, les émotions, vont, conduire à des décisions, inadaptées, ou autres et en fait, bah, en réalité, cette dichotomie, on l'hérite, de la philosophie classique, où, on parlait déjà du fait, que les passions, venaient perturber, les états d'âme, que, on avait, la logique, le rationnel versus, les émotions qui, allaient un petit peu biaiser, nos points de vue. Mais en réalité, c'est alors et bien sûr les émotions vont contribuer à notre prise de décision, vont conduire à d'énormes biais, dans ces dernières, mais, au même titre que nos cognitions finalement. Alors que les cognitions, on va les considérer, enfin, les cognitions au sens strict de fonction cognitive, voilà, on va plus, les considérer, comme quelque chose de logique et de rationnel. Mais finalement, les émotions, elles ont un rôle adaptatif. En fait, c'est sans émotion, on ne pourrait pas prendre de décision Mm. rationnelle. C'est grâce aux émotions qu'on survit. La peur, c'est une émotion, on se met pas en danger parce qu'on a peur. Donc, ça, je pense que c'est très, très important, d'avoir des émotions dans nos prises de décision et puis c'est ce qui n'en c'est ce qui contribue aussi au fait, qu'on ait une morale, une éthique, donc voilà. Hem, il y a quoi aussi? Tu peux avoir l'idée Mmh, qu'il y a le cerveau divisé en trois parties, tu sais, le cerveau émotionnel, le cerveau néo-mammalien et le cerveau, pas néo-mammalien, c'est le dessus, le milieu, c'est le cerveau mammalien tout court. Tu sais ça ou pas? Tu l'as non, pas de Plateau, c'est j'ai le ah cerveau oui, lézard, tu sais, les le émotions. pathos, Oui, c'est ça. l'épi, oui, Platon, oui, bah, ça, j'ai pas les bons termes, mais oui, effectivement, ça, c'est Mais du coup, c'est aussi, un peu la même idée que ce que tu disais, où il y a nos zones les plus récentes qui sont liées à notre raison, et que du coup, bah, du coup, lui, dans l'argument de Platon, il me semble, c'est que pour devenir philosophe, il faut réussir à faire taire ses émotions, et donc prendre le côté humain du cerveau qui fasse taire le côté animal du oui. fond, et voilà. Et voilà. Mais parce que à l'époque, et on sait maintenant que c'est faux, on remet beaucoup en cause nos émotions, mais comme tu disais, notre raison, on raisonne très souvent très mal, ne serait-ce que sur des problèmes logiques très simples. Mmh. Et on a fait une éloge de la rationalité avec les Lumières, etc. Mais on a des gros soucis à se faire à ce niveau-là et on n'est pas du tout rationnel. On arrive vraiment pas à prendre des décisions rationnelles dans n'importe quel contexte. Un des bons exemples, par exemple, bah, par exemple, sur une décision morale, si on voit un enfant, par exemple, je sais pas, il y a une famille, il y a une famine, et on voit sur une affiche un seul enfant, on va avoir envie d'aider cet enfant. Par contre, si on met 7 enfants et 10 personnes autour, tout d'un coup, on s'en fiche alors que c'est le même enfant avec d'autres personnes en plus à aider.
Donc ça montre bien déjà comment de base, Oui. même notre raison, elle est déjà, elle fuit déjà, elle a déjà du mal à suivre. Oui, c'est ça. Bah oui, finalement, les biais cognitifs, autant que les biais émotionnels, vont participer à une prise de décision pas toujours optimale, comme la cognition et les émotions vont participer à des prises de décision adaptées. Et oui, donc c'est hyper essentiel de prendre en compte les émotions dans nos décisions. Elles sont pas là pour rien. Mais du coup, est-ce que les gens devraient faire des décisions quand ils ont des émotions fortes? Ou est-ce que les émotions peuvent nous aider, mais quand elles sont fortes, on ferait peut-être bien de se méfier des fois justement d'attendre 1 ou 2 jours et de prendre la décision à tête froide si possible, ou est-ce qu'au final, même l'émotion forte, elle peut, nous guider dans la bonne direction? Ou est-ce qu'il y a quand même des fois où, bah, vaut peut-être mieux se méfier que les émotions il y a quand même les biais, du coup, dans les biais, il pourrait y avoir par exemple les émotions fortes ou, Alors, prendre des décisions sous le coup de l'émotion, effectivement, c'est pas optimal, mais dans la mesure où, dans tous les cas, pour prendre une décision importante, faut le faire de façon réfléchie, peser le pour et le contre. Donc dans tous les cas, émotion ou pas, la façon optimale de prendre une grosse décision, c'est d'y réfléchir, à tête posée et d'avoir le recul, nécessaire. Après, si on a une émotion forte, c'est pour une bonne raison. Si on a très, très peur, en général, c'est pas pour rien, sauf cas, bien sûr, de troubles, sauf cas pathologiques. Mais en général, c'est pour une bonne raison. Donc, je pense, le mieux, c'est d'attendre, mais de prendre en compte ce qu'on a ressenti à un moment donné. C'est-à-dire, si j'ai été très, très heureuse, à ce moment-là, plus tard dans ma réflexion, avant de prendre ma décision, c'est quelque chose que je dois prendre en compte. Après, quand on est dans un état, d'euphorie ou de tristesse extrême, bien sûr, ça biaise énormément. Donc, vaut mieux, attendre que les choses soient posées, tout en prenant en compte ce qu'on a ressenti, avec du recul. mmh. Ouais, parce que la première chose qu'on peut ressentir, elle peut nous indiquer, si on s'attendait, je sais pas, à une lettre et qu'on se dit que si on est pris, c'est une bonne nouvelle, mais on n'est pas sûr de vouloir y aller et comment on ouvre la lettre et qu'on voit qu'on est pris, notre première réaction, on voit que c'est un mot dans la gorge, par exemple, ou je ne sais quelle réaction physiologique, qui nous Mmh. indiquerait, bon, en fait, instinctivement, on n'a pas envie d'y aller, c'est le premier truc et après on va se persuader qu'on a envie d'y aller donc parfois, il faut peut-être, réussir à prendre en compte cette première réaction, après à voir à quel point est-ce qu'elle est elle est valide, mais elle peut Ouais. indiquer beaucoup de choses sur ce qu'on veut vraiment au final, Je pense, oui, il y a de ça aussi, mais après, je pense qu'il faut être critique aussi envers nos premières réactions, parce que, alors, admettons, c'est une lettre d'acceptation quelque part, de loin. Peut-être qu'on est vraiment content, on veut vraiment y aller, mais qu'on a eu cette petite boule au ventre ou quoi, parce qu'on a peur de ce qui va se passer après. Même si c'est quelque chose qu'on veut, peut-être qu'on a peur. Alors, il faut prendre ça en compte dans la mesure où après, on réfléchit, on se dit, alors, c'est bien, mais je vais devoir partir loin et il faut prendre en compte tout ce que ça implique, je vais être seule ou peu importe, ce qui peut nous faire peur, dans ça. Heu, mais faut aussi être critique et ne pas simplement s'arrêter au fait que: «Ah, non, mais j'ai eu la boule au ventre, ça veut dire que je ne veux pas». Peut-être qu'on veut, mais juste qu'il y a des risques et qu'il faut juste les considérer et c'est tout. donc il faudrait voir l'émotion comme un indice de ce qu'elle cache derrière et après aller explorer un peu, d'où elle provient. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas envie? Est-ce que c'est parce qu'on est juste effrayé? Est-ce que c'est parce qu'il y a de l'anxiété par rapport Oui, à c'est ce qui va ça. arriver? Il faut vraiment décortiquer nos émotions parce que c'est bien de savoir les identifier, de dire, c'est ce qui est déjà un travail dur, hein, de dire: «Je ressens telle émotion», mais le travail, le encore plus dur à faire derrière, c'est de comprendre pourquoi on l'a ressenti. OK, super. Bah, je te propose de passer sur une partie où tu vas peut-être les guider un peu, parce que là, tu as parlé de l'importance d'identifier ses émotions. Mmh. Et donc, est-ce que les gens, il y a un moyen, comment est-ce qu'ils peuvent apprendre à identifier correctement leurs émotions? Qu'est-ce que ça peut apporter d'identifier correctement une émotion par rapport à juste la vivre, mais pas la nommer? Ou la nommer, mais pas correctement? Par exemple, parce que là, on rejoint un peu les concepts d'intelligence émotionnelle, je vais les définir aussi parce que je crois que ça a l'air d'être un puits aussi, Ouais. Mais oui, donc voilà, cette idée que, par exemple, si, j'ai l'impression que je ressens de la colère alors que c'est de la frustration, est-ce que le fait de le nommer, d'un coup de ressentir et de dire que c'est de la colère, c'est de la frustration, ça va peut-être pas faire passer l'émotion? Est-ce que c'est pareil ou est-ce que c'est mieux si je dis que c'est de la frustration, même si au final, que j'appelle ça colère ou frustration, c'est la même expérience? Je sais pas si Mmh. tu vois là où je veux en venir? Bon, bah, déjà, je vais commencer par définir, du coup, ça, l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, heu, bah, ça correspond à la capacité,
d'identifier, comprendre, verbaliser, exprimer ses émotions et aussi celles d'autrui et de se servir correctement de ces informations-là, pour guider nos comportements, pour, atteindre un objectif, donné, un objectif social ou peu importe. Donc c'est effectivement hyper large, comme, concept. Maintenant l'importance de correctement, étiqueter les émotions, qu'on reçoit, c'est que, personnellement je considère que, l'étiquette qu'on va attribuer, à, un ressenti, donné va grandement, affecter la façon dont on voit les choses, donc dont on voit, la façon dont on va percevoir ce qu'on ressent, mais aussi la façon dont on va percevoir la situation, le contexte, et forcément la façon, dont on va agir derrière. Alors, effectivement, donc c'est comme je le disais, c'est quelque chose, de en apparence, très simple, mais en fait, il y a des subtilités, qu'il faut prendre en compte, donc colère, frustration, hem, ce qui est enfin, alors bon, on fera une pause. Parce que toi, tu avais donné l'exemple de colère et frustration et Ouais. comment En on va gérer ça en du coup? gros, c'est par Mmh. exemple, je ressens une émotion. Peu importe ce que c'est l'émotion, je ressens quelque chose. Pour moi, j'attribue ça à de la colère, Mmh. d'accord? C'est pas quelque chose du coup d'un peu négatif, mais avec une motivation, enfin bref, de la colère. Je dis que c'est de la colère. Mais en réalité, c'était de la frustration. Enfin, ce serait mieux défini par frustration. C'est parce que je suis juste frustré parce que quelqu'un fait quelque chose que je voulais faire ou n'importe quoi, tu vois? Enfin, c'est de la frustration que je ressens. Est-ce que le fait de dire que c'était de la colère au lieu de la frustration, est-ce que, ça va faire que du coup, ça va changer mon expérience émotionnelle? Est-ce que du coup, je vais pas ressentir l'émotion de la même façon en la nommant colère plutôt que frustration? Est-ce que si je la nomme correctement, elle va passer plus vite? Ou est-ce que en fait, peu importe comment je la nomme, je pourrais même appeler ça joie si mon concept de joie, c'était ça et en fait, il y a pas de problème, Je pense que, par exemple, cet exemple de colère et frustration, ça peut jouer un rôle dans l'attribution causale qu'on va faire. Si on est frustré par, une situation, je pense que c'est plus simple de, se remettre entre guillemets «soi-même en question», de se dire: «OK, je veux quelque chose que je n'ai pas obtenu». C'est plutôt: «Je veux quelque chose Mmh. que je n'ai pas pu obtenir, comment je vais faire pour l'obtenir?» Heu, alors que colère, on va plus avoir tendance, à, en vouloir à quelqu'un, en vouloir, au monde même, ça dépend de la Oui, c'est une situation. motivation à mettre vers Voilà l'extérieur. et du coup, on est plus, OK donc c'est à cause de telle chose, telle chose, telle chose que je n'ai pas ce que je veux et donc voilà, alors que en soi, frustration, colère, ça se ressemble. Est-ce que l'un ne fait pas partie de l'autre, finalement? Mmh. Mais ça peut changer notre façon de percevoir les choses et du coup, qu'est-ce ce qu'on va faire après? Si je suis frustrée, je vais moins, je pense, avoir tendance à m'énerver, crier et aller, cracher ma haine à droite à gauche, quoi. Et donc comment est-ce que les gens peuvent faire pour, mieux identifier leurs émotions? Est-ce qu'ils doivent apprendre du juste se renseigner pour apprendre de plus de mots, plus de concepts, de façon à avoir par exemple colère, frustration et d'autres variantes, plutôt que de rester sur juste, «Je suis heureux, je suis triste et je suis en colère»? Ou est-ce qu'ils devraient plus se concentrer plutôt que sur nommer, ils devraient plus se concentrer sur ce qu'ils ressentent et essayer d'identifier, au moment où ils ressentent quelque chose, même s'ils le nomment pas forcément, par rapport à quelle situation ça correspond? Est-ce qu'ils devraient faire les 2 ou Bah, faire les 2 forcément. Après, la terminologie, je pense que la définition que peut avoir tout un chacun, d'une émotion donnée, elle peut varier légèrement. On n'a pas tous la même perception de ce que c'est que la colère, la frustration ou autre. Donc c'est peut-être pas tant le plus important, le terme. Je pense que c'est important d'identifier en fonction de notre définition, qu'on se fait nous, donc de savoir, ce qu'on ressent, même si moi je vais appeler ça colère, toi peut-être tu peux appeler ça joie, mais au final on a la même décision, Mmh. donc bon. En tout cas, quand ça nous concerne nous-mêmes. Après, quand il s'agit de l'exprimer aux Mmh. autres, là, bien sûr, c'est plus important d'avoir la bonne définition et le bon terme. Et sinon, je pense que oui, effectivement, le fait de comprendre déjà ce qu'on ressent exactement, pas forcément au sens de termes précis, mais comprendre nos réactions physiologiques, comprendre le contexte, comprendre ce qui fait dans la situation qu'on se sent comme ça et quelles sont nos anticipations, nos peurs. Je pense que ça, c'est le plus essentiel et le plus dur.
Après là, c'est un petit peu les concepts de base des TCC. Je pense notamment en thérapie cognitivo-comportementale, c'est l'une des premières choses qu'on fait. On fait une analyse fonctionnelle. Donc pour une situation donnée, on a la situation, l'émotion ressentie et les pensées qui sont liées. Et du coup, bah là, je me suis sentie stressée. Pourquoi? Parce que, je sais pas, bah là, par exemple, je suis stressée parce que j'ai peur de dire n'importe Mhm. quoi et après de me retrouver sur internet et de regarder et de me dire: «Non mais qu'est-ce que tu racontes?» Et voilà et après, du coup, derrière, on peut rationaliser ça et donc dédramatiser la situation et aussi il y a le fameux «et si et alors?» Et même si ça arrive, est-ce que c'est si dramatique que ça? Et donc, c'est tout ce processus qui va nous permettre de réévaluer, de faire une réévaluation cognitive de la situation et des conséquences. Donc la TCC, c'est beaucoup être capable de reconnaître les pensées au moment où elles arrivent et de soit être capable de s'en détacher. Par exemple, on va avoir la pensée d'anxiété, la pensée de stress, toute la réaction physiologique qui va avec, mais on va essayer de couper au moment où c'est le passage à l'action. On va essayer de couper le cercle et de soit changer l'action, c'est-à-dire par exemple si on était stressé, on allait peut-être refuser de faire quelque chose ou bloqué, on va essayer de changer l'action. Ou alors sinon, on va essayer de couper les pensées, c'est-à-dire de couper le cycle de pensée, de se dire, bon, bah, au final, justement, de relativiser, de mettre le truc en gros, pour réussir à force bah, soit à repérer les pensées dès qu'elles arrivent, et aussi ultimement à juste les enlever, enfin Bah, les enlever, à aussi à les court-circuiter un peu, quoi. oui, exactement, c'est ça. C'est ça nous permet, d'agir à différents niveaux et bon, chaque, personne, je pense que ça c'est à la personne et au thérapeute, de voir à quel niveau, ça serait le plus optimal, d'agir. Mais ça, après, en tout cas, dans le TCC, c'est hyper, varié, hyper, vaste. Faut faire une formation de 2 ans Hmm. pour pouvoir en faire. Mais en tout cas, à l'émergence des TCC, avec Beck, c'est vraiment l'un des premiers principes qui a été mis en lumière. Et est-ce que tu penses que du coup, il y a... Après, j'ai pas envie de t'impliquer trop là-dedans, mais est-ce que tu penses qu'il y a un outil, quelque chose que les gens pourraient faire qui reprendrait un peu les principes de la TCC, mais qui pourraient faire chez eux, je sais pas, peut-être du journaling ou quelque chose comme ça, où juste les gens arrivent à, du coup, à suivre leurs pensées ou à remarquer les narratifs, les choses comme ça qui peuvent leur causer leurs soucis. Bah, justement, bah, en TCC, c'est ça le but, c'est de donner les outils, aux personnes, pour qu'elles deviennent entre guillemets «leurs propres thérapeutes». Donc par exemple, ce travail-là, dont je parlais, au début, les gens, je sais ils le font en séance avec le thérapeute parce que surtout dans un cas, par exemple, de troubles anxieux, des troubles dépressifs, c'est dur pour quand on est dans un état Mmh. d'anxiété, quasi permanent, c'est dur de se dire: «Ah, à ce moment-là, j'étais stressé parce que cette situation est arrivée et j'ai eu ces pensées-là». Donc il y a tout le travail, enfin d'apprentissage à identifier, en général, du coup, c'est ce que font les thérapeutes et après le but, c'est que la personne, le fasse elle-même et donc automatise cette détection, des émotions, et des pensées. Je pense, un bon exercice, tout simplement, c'est juste de faire ça, chez soi, même le soir après une journée, pas ouf, on peut juste faire le petit tableau, de Beck. Je pense que la fiche est disponible sur internet, hein, On essaiera de la et trouver, heu j'essaie de la mettre en description. et voilà et dire, «Bon aujourd'hui je me suis sentie comme ci, donc comme ci comme ça, qu'est-ce que j'ai ressenti dans mon corps? C'était quoi la situation?» Et surtout essayer d'identifier les pensées. Et après, c'est facile à dire, hein, Mmh. je pense, mais très difficile à faire, comme je disais, surtout dans des cas de troubles, des émotions. Mais je pense que c'est un bon exercice. Le journaling, c'est un très bon exercice aussi. Coucher sur le papier, ses pensées, ça nous aide aussi à structurer, à avoir un certain recul dessus, et à se poser, à les questionner. Donc ça aide pas mal. Mais après, même pas forcément les écrire, juste y penser. Je pense que l'un des premiers points sur lesquels on peut agir, dans notre quotidien, c'est, juste de penser à ce qu'on ressent. Parce qu'on est souvent dans le speed, on fait, plein de trucs et on essaye de supprimer nos émotions pour, dans une logique, d'être plus productif et performant, mais en réalité, c'est absolument pas optimal, hein, je pense qu'il faut s'écouter et il faut réfléchir à comment on se sent. Vraiment, c'est hyper Mmh. important de juste réfléchir, de se poser: «Est-ce que là, je me sens bien?»
pourquoi, si je me sens pas bien, pourquoi je me sens bien aussi. Il faut pas du tout se concentrer sur les émotions négatives, pas, que sur ça, je veux dire. Faut aussi, mettre en valeur les moments où on se sent bien et pourquoi et pour garder, ce contexte-là et essayer de le reproduire. C'est vrai ça. Je sais plus qui c'est qui parlait de ça, qui disait que justement lui il tient un journal, mais il tient pas un journal de quand il faisait, de quand il a des moments durs. Il tient un journal de quand il a les moments qui vont bien et comme ça il note tout ce qui a fait que sa journée allait bien. Ça peut être des habitudes et cetera et comme ça Mmh. dès qu'il va mal, il sait juste ce qu'il a réimplanté parce qu'au moment où il avait ces habitudes-là, qu'il avait cette façon de vivre, il allait super bien et donc il va justement quand il va mal, retourner sur le bien. Alors qu'on a tendance à faire l'inverse, écrire le mal quand on est dans le mal ou même quand on est dans le bien, penser au mal qu'on vient d'avoir, mais on se concentre pas sur ce qui fait, qu'on était bien à ce moment-là. Oui. Et je pense que là, c'est pas mal, on va pouvoir faire une petite transition vers la méditation. Je sais pas trop si Mmh. tu après comme ça on pourra aller vers les thérapies corporelles. Là, du coup, on a parlé de Beck, des TCC, et c'est beaucoup centré sur repérer les pensées qui Oui, viennent au mmh. moment où elles viennent. Et la méditation, c'est un peu l'outil par excellence pour y arriver, réussir à entraîner son esprit justement à pas se laisser entraîner dans les pensées. Et au moment où elles arrivent, réussir à les reconnaître comme juste quelque chose d'éphémère qui apparaît, qui va partir. Ça peut aussi aider pour les émotions, de se rendre compte que l'émotion apparaît, puis après elle disparaît, qu'elle a une demi-vie qui est très courte. Et donc voilà, si tu veux partir là-dessus. Alors, moi, la méditation, en règle générale, c'est pas quelque chose que je Mmh. maîtrise, très bien, pour être honnête. Moi, c'est ouais, du coup, Tu médites c'est pas? alors moi, je ne Aïe, médite pas, aïe, moi, aïe. je n'y arrive pas et je me souviens que, quand on a abordé la méditation en cours, mon prof avait dit: «Ah, ça marche peu sur les personnes pessimistes». Et j'étais là en mode OK, est-ce que ça veut dire quelque chose sur moi? Mais oui, après, enfin, je pense qu'il y a aussi beaucoup de formes de méditation. Il y en a pour qui la méditation, ça consiste juste à se poser, essayer de vider son esprit. Il y en a qui vont se concentrer plus sur les sensations corporelles. Je pense qu'il y Mmh. a plein de Ouais, il y styles a plein de de il y a plein de styles, mais globalement, oui. L'idée de la méditation, bon, du coup, je vais vous faire l'outil mmh rapidement, peut-être pour, la méditation pour les émotions, là où elle peut aider, qu'elle est utilisée traditionnellement, c'est, pour la même façon que les pensées, c'est juste donc fermer les yeux, s'asseoir et se concentrer sur soit la respiration, les sensations corporelles, n'importe quoi, prendre un objet et on va se rendre compte qu'on va se perdre dans nos pensées et à chaque fois qu'on se perd, être capable de ramener notre attention, sur, l'objet de la concentration, donc soit la respiration, les sensations corporelles ou quoi. Mais on peut aussi prendre comme objet de concentration les pensées et du coup, on apprend à se rendre compte, de ce qui se passe dans nos têtes, que les pensées, elles émergent, mais on ne sait pas vraiment d'où et que du coup aussi, elles durent très peu de temps. Et donc, on apprend juste à revenir à chaque fois et pareil pour les émotions, pour ceux qui ont des événements difficiles ou qui sont stressés ou quoi, ça leur laisse un moment où ils peuvent juste se poser, réfléchir dessus et donc laisser juste vagabonder leurs pensées en étant conscients de ce qui se passe. C'est pas les pensées qui les guident en fond, mh. sans qu'ils les remarquent et ils sont capables de voir l'émotion, comment ils ressentent, comment est-ce que telle pensée va activer telle chose et du coup, ils sont capables de faire les liens qui vont du coup servir pour la TCC, par exemple, d'établir les liens et aussi de se rendre compte que, pareil, les émotions, disparaissent aussi vite qu'elles apparaissent, que c'est quelque chose de vraiment momentané, ce qui peut les aider du coup sur le coup à quand d'un coup ils ont une émotion, forte, par exemple quelqu'un qui est stressé, dès qu'il parle en public ou quoi, il va s'entraîner chez lui ou quoi, à penser. Dès qu'il va penser, il va avoir l'émotion qui revient et après à ce moment-là, à force d'entraînement, dès qu'il ira en public, il sera capable de, hop, se rendre compte de ce qui se passe et être capable de le recalmer, consciemment, on va dire, de laisser partir, de juste accepter ce qui se passe maintenant, sans jugement, c'est très important. Et juste laisser venir, de laisser l'émotion vivre, et après elle part, et du coup il sera bon en quelques secondes pour reprendre ce qu'il fait. Donc voilà, si jamais vous voulez méditer, il faut le faire. Oui, mais effectivement, ce que tu décris, c'est très, bah, c'est le principe de la méditation pleine conscience, Mm. du coup. Après, je sais que dans la pleine conscience, il y a des approches centrées sur le corps où, justement, le but, c'est de se concentrer sur bah, comme tu l'as abordé, de vraiment prendre pour le coup les sensations corporelles et de les accepter. Donc, de prendre du recul par rapport à ça et d'accepter ce qu'on ressent. Après, je pense que c'est un exercice très, très, compliqué à faire. Il Heu, faut commencer juste petit et après ouais, et ça il va faut mieux. de Faut une bonne l'entraînement. habitude. Et d'autant plus que, enfin, je pense que c'est pas quelque chose qui va convenir forcément à tout le monde, ce truc de se concentrer sur les sensations corporelles, parce que justement, il y a certaines personnes qui sont très anxieuses quant à leurs sensations corporelles.
D'ailleurs, il y a des échelles d'anxiété qui sont basées sur ce principe-là. Je pense par exemple à la Maya, qui est une échelle qui met vraiment en lien conscience interoceptive. Bon, on parle d'interoception depuis tout à l'heure, mais du Oui. coup, l'interoception, ça renvoie à la perception des sensations internes du corps. Donc, rythme cardiaque, sensation de faim, de satiété, Tout ce qui se passe tout dans ce le qui est à corps, la l'intérieur. chaleur, Voilà, n'importe quoi. exactement. Et du coup, il y a pas mal d'études qui montrent que les personnes qui font très attention à leur ressenti corporel sont souvent des personnes qui vont s'inquiéter quant à ce ressenti-là. Du coup, bah, c'est une espèce Mmh. de cercle vicieux où on se sent mal, donc on va avoir une activation physiologique, on va s'en rendre compte et on va se dire oula, là ça va très mal, on va stresser encore Ouais. plus, réactivation, etc., etc. Donc je pense que ça doit être aussi encadré. Enfin, on peut s'encadrer Mmh. soi-même, mais c'est important d'avoir du recul là-dessus. C'est vrai que c'est quelque chose qui marche pas toujours. Et d'ailleurs, paradoxalement, il y a aussi des études qui montrent qu'au contraire, les personnes avec un meilleur ressenti corporel, une meilleure conscience interoceptive, ont une meilleure régulation émotionnelle. Euh, mais souvent, l'échantillon va plus être composé de personnes qui font justement de la méditation, qui sont entraînées à ça, qui peuvent pratiquer par exemple la cohérence cardiaque, qui est une technique qui marche très bien. Et du coup, bah, forcément, c'est des personnes qui arrivent à réguler leurs émotions en passant par le corps. Justement, ce qui va faire la différence entre ces 2 groupes, enfin, de ce que j'ai compris un peu des articles que j'ai lus et de ma pratique de méditation, parce que l'avantage, c'est que maintenant, il y a plein d'applications, donc Mhm. c'est plus toi qui médites tout seul et qui sais pas trop quoi faire. Tu as les scripts guidés qui vont te permettre d'aller explorer des fois soit rester de manière générale, soit par exemple, il y a, on peut trouver des scripts qui vont nous aider à aller trouver, pour des émotions, précises. Par exemple, si quelqu'un va aller explorer une peur, va aller explorer quelque chose, il va avoir un script qui va le permettre de le guider dedans, justement, Mhm. déjà pour pas qu'il soit seul. Mais ce qui va changer entre, hem, enfin, le facteur médiateur entre ce qui va faire que quelqu'un qui a une bonne, qui fait de la méditation, qui est capable d'aller se concentrer sur la réaction du corps et du coup de gérer son anxiété ou son stress, et quelqu'un qui justement quand il va le faire va stresser encore plus, c'est l'aspect de non-jugement de la méditation. Parce que justement, une conscience introspective, donc comme la méditation, se concentrer sur soi, sans l'aspect de non-jugement, c'est corrélé Mhm. à la dépression, c'est cliniquement. Par contre, quand on ajoute l'aspect de non-jugement, ça corrèle avec une diminution, par exemple, du neurotisme, tu sais, sur le Big Five. Donc le Mhm. neurotisme, c'est les émotions négatives globalement sur le Big Five. Et donc, une réduction de ça. Du coup, ça rejoint donc le truc pour la méditation que si on est capable d'accepter nos sensations, mais sans leur apporter de jugement, d'un coup, c'est juste des sensations qui existent et donc elles sont là, on vit avec et donc forcément, on va mieux vivre avec si on arrive à les accepter sans jugement. Donc c'est très important pour la méditation, si vous en faites, c'est faut vraiment insister sur l'aspect de non-jugement. Quand vous vous perdez dans vos pensées, vous allez voir, c'est frustrant, etc. Mais justement, tout ce qui vient, peu importe comment ça vient, faut juste, ok, ça a émergé et rien de plus. Parce que tout jugement que vous apportez, c'est juste une pensée en plus dans laquelle vous vous embarquez et vous êtes perdu. Donc voilà, faut vraiment faire gaffe à ça. Mais il y a des scripts pour aider, Après, je pense que, alors, je ne sais pas si du coup ça rentre dans le jugement, mais je pense qu'il y a une dimension où on doit juger ses pensées justement pour les déconstruire, où on doit réfléchir là-dessus, et même si ça apporte plein de questionnements. Après, bon, du coup, je sais que c'est oui, pas du ça tout le tu principe de la pleine on conscience. sort de la Là, pratique de la méditation, on mais sort de ça, mais je pense que c'est aussi quelque chose qui peut aider. En vrai, ah oui, oui. Non, la méditation, c'est juste le moment où on va apprendre à réguler sur Mhm. le coup, mais la méditation n'enlève pas tout le travail qui va être utile de, pourquoi est-ce que ça a émergé dans un premier temps. Ok, ouais, voilà. La méditation, elle sert parce que, bah, ça émerge et tu peux rien parce que tu le contrôles pas. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant que ça a émergé? Par contre, c'est sûr qu'il faut toujours le traiter le problème de pourquoi ça a émergé, ça, la méditation, c'est pas forcément, bah, c'est pas l'outil pour ça. Ouais, Donc là, ce ouais, serait je pense que c'est plus, un bon outil pour calmer sur le mmh, coup, mais qu'il y a un travail à faire en amont oui, aussi ça sur le soigne quoi pas je le pourquoi. Ça mmh, permet juste de savoir quoi faire sur le voilà. coup, C'est un petit, Xanax non médicamenteux finalement. sinon, vous pouvez prendre du Xanax. Merci Mélissa pour la recommandation. Non, non, vraiment pas. Ne prenez pas de benzo, sauf cas, extrême.
Bon, bah écoute, je te propose de passer du coup sur le centre, enfin en tout cas sur le centre de l'interoception et des thérapies qu'il peut y avoir un peu plus cadrées du coup pour ça. Qu'est-ce que ça donne? Quels sont les résultats qu'on a trouvés? Et voilà. Bah, du coup, on a parlé un petit peu, en réalité, la méditation, c'est souvent, une, thérapie, centrée sur l'interoception. Donc il y a la méditation pleine conscience, centrée, sur le corps, donc qu'on a évoqué. Hem, Après, il y a des petites techniques comme, la cohérence cardiaque. Tu peux expliquer ce que c'est parce que je suis pas sûr que les gens connaissent. La cohérence cardiaque, ça renvoie au fait de synchroniser sa respiration avec, ses battements du cœur. Et en gros, si vous voulez le faire, il y a plein d'applications pour le faire. Pour le coup, vraiment, vous tapez, il y a des applications, en fait, qui vont guider votre respiration. Sinon, sans, il y a une technique, pas mal en cas de crise de panique, c'est d'imaginer un carré et de synchroniser sa respiration avec ça. Donc, 1 côté, pendant, 3 secondes on inspire, 3 secondes on retient, 3 secondes on expire et 3 secondes on retient et on recommence, on recommence, on recommence, du coup ça permet de calmer. Après bon, je sais pas si ça marche forcément sur, tout le monde, mais c'est quelque chose, qui est même utilisé dans les protocoles de recherche. C'est que moi, j'avais travaillé, sur le neurofeedback, quand j'étais, dans ma première année de master et on faisait faire un petit peu de cohérence cardiaque, aux gens avant de commencer la séance parce que bon, on leur collait des électrodes, donc ils arrivaient tous stressés. Du coup, fallait un petit peu les calmer, ça marchait pas mal. Et puis même, on le voyait au niveau des ondes, des ondes, c'est les ondes liées au calme, on va dire, à la sérénité, augmentées, grâce à ça. Après, sinon, là, du coup, par exemple, pour la méditation pleine conscience, centrée sur le corps, bon, en règle générale, les techniques de pleine conscience dans la littérature scientifique, c'est très, très documenté. Ça montre, pas mal de résultats, surtout sur les personnes avec des troubles anxieux, troubles dépressifs ou même juste un état de stress, transitoire, induit, expérimentalement. Les petites critiques qu'on peut faire, c'est que, les protocoles, ils sont pas toujours, uniformes. C'est que ça va, il y a plusieurs formations, donc ça dépend aussi de la formation qu'on a faite. Ça va dépendre, du thérapeute, de comment lui, voit les choses. C'est quelque chose qui est relevé. Et aussi, on a le problème qu'on a un peu avec, toutes les études cliniques sur les thérapies, c'est est-ce que c'est vraiment cette thérapie-là qui marche ou juste le fait d'avoir quelqu'un qui prend soin de nous? Ça, c'est une grande question. Souvent dans les études, on va avoir des groupes placebo, c'est-à-dire qu'on va avoir, des gens à qui on va pas vraiment faire de thérapie, mais qui vont venir voir quelqu'un, un thérapeute, ils vont discuter ou ben, souvent c'est très vague, on sait pas trop ce qu'ils font, c'est aussi un problème. Et après on va comparer ça et les personnes qui ont été vraiment prises en charge par méditation, et cetera, ou autre, hein. Franchement, je dis méditation, mais c'est valable pour tout. Heu et aussi, sur les bases théoriques. Donc, je sais que la pleine conscience, ça s'inspire aussi beaucoup des pratiques, bouddhistes et cetera et bah, c'est quelque chose qui est facilement critiqué parce que, bah, je trouve qu'on a une vision très occidentale, des choses et souvent quand on part, vers des thérapies inspirées, de pratiques, non neurocentrées, les critiques arrivent vite aussi. Après, des fois, à juste raison, si on se place d'un point de vue strictement scientifique, où il faut un modèle explicatif de ce qui se passe derrière, les bases neuronales, etc. C'est quelque chose qui est pas. On connaît pas encore très bien les mécanismes qu'il y a derrière. Donc, je voulais revenir sur pour les techniques de respiration. C'est vraiment efficace parce que ça vient profiter du coup du système sympathique, parasympathique. Donc, c'est deux systèmes qui ont. Le sympathique, c'est le mauvais. C'est celui qui est responsable de l'excitation forte, tout ce qui va être forte anxiété, etc. C'est forte activation du système sympathique. Et le parasympathique, ça va être du coup l'activation du système plus de repos quand on est au calme. Et donc, certains patterns de respiration, notamment avoir des exhalations, oui, c'est ça, exhalation.
Oui, des exhalations plus longues permettent d'activer du coup plus le système parasympathique, la respiration en carré, toutes les choses comme ça, la cohérence cardiaque. Il y en a une autre aussi qui a été popularisée par Andrew Huberman, un neuroscientifique américain, qui est pour quand on est dans un moment de stress fort d'un coup et qu'on a juste 3 secondes pour Calmer. redescendre comme on peut quand on a 2 respirations. C'est inspirer à fond par le nez. Une fois qu'on a inspiré à fond, réinspirer, remplir tant qu'on peut, garder ça un petit peu comme ça et après expirer tranquillement par la bouche et faire ça 1 à 3 fois permet d'un coup de vraiment réduire. Donc voilà, ça ferait quelque chose comme OK. voilà, c'est Mais je connaissais pas, j'en ai pas entendu parler. je sais plus comment est-ce qu'il appelle ça en anglais, mais c'est quelque chose comme physiological sigh ou quelque chose comme ça, mais voilà. Vous l'avez utilisé, ça marche vraiment bien quand on n'a pas trop le temps et que c'est juste pour dans l'immédiat se débarrasser d'un stress. C'est pas magique OK. non plus, mais. Ça peut aider. On prend. Et est-ce qu'il y aurait d'autres styles de thérapie que du coup les thérapies purement interoceptives comme la méditation ou les TCC que les gens pourraient aller voir si jamais ils étaient intéressés? Dans le cadre du ressenti, corporel, étant donné que, c'est ce sur quoi j'ai travaillé, il y a des thérapies aussi qui vont, plus être centrées sur la proprioception. La proprioception qui est, la perception de la position, des mouvements et de l'orientation de son corps, dans l'espace. Et du coup, il y a aussi des études qui vont étudier le lien entre proprioception et émotion. Hem Ça a donné, lieu à l'émergence, de thérapies, centrées sur, la proprioception. Par exemple, il y a, la thérapie danse et mouvement, qui est une thérapie qui, encourage les gens à, exprimer leurs, émotions, par le biais corporel. Donc, partant du postulat que, étant donné qu'il y a un lien entre les 2, que certaines personnes ont plus du mal à verbaliser, leurs émotions, à trouver les mots justes, et bien, les exprimer par le corps, par la danse, et aussi, je sais que les thérapeutes dans ces mouvements vont, encourager les gens à, explorer des nouveaux patterns moteurs dans l'idée que, ça permettrait, de s'ouvrir à de nouvelles expériences émotionnelles. C'est pas quelque chose qui est très documenté. Moi, c'est quelque chose que j'ai abordé parce que c'est l'une des rares thérapies qui est centrée sur la proprioception. Hem je pense que ça peut être pas mal, utile, au même titre qu'en fait l'art-thérapie en règle générale. C'est que l'art, c'est un moyen d'expression et que, exprimer, ses émotions, c'est, très important, pour apprendre à les identifier et à les gérer et à, être en paix, avec, avec ses émotions. Pardon. Donc je pense que ça peut pas mal, aider à ce niveau-là. Aussi, bon, il y a tout le contexte thérapeutique, donc avoir quelqu'un qui s'occupe de nous, qui nous encourage à exprimer nos émotions. Si on aime la danse, forcément, bah, c'est une activité, qu'on aime, donc c'est quelque chose qui nous stimule et qui nous apporte, du bonheur. Après, bon, sur les bases théoriques sont très, très floues. Les bases neurologiques sont inconnues et les études, elles sont, enfin les études qui valident, ce type de thérapie sont essentiellement faites par la même équipe qui est l'équipe qui a inventé la thérapie aussi. Donc c'est pas le truc le plus scientifiquement solide, mais c'est quelque chose qui peut être, je pense, pas mal, comme je l'ai dit, c'est un moyen d'expression et c'est une forme d'art-thérapie finalement et ça peut être pas mal quand on aime ce genre de choses. Et puis, je pense que quand on est dans une détresse, émotionnelle, faut tester plein de trucs si on peut, enfin, si on sait pas trop, ce qui nous Mmh. correspond. Tester, faire des choses qu'on aime, et puis, je pense que ça peut aussi, aider pas mal, de personnes ou même juste de faire, du sport, hein, enfin, parce que ça Oui, c'est passe ça. aussi par le sport et le sport, on sait que enfin, ça, c'est Ça, on a toutes établi les que raisons, ça ouais. améliore, l'humeur, et puis le vécu émotionnel, en général. Avec des vraies bases neuronales Oui, là, derrière. pour le coup, on sait que c'est vrai et que
que, que ça marche. Donc voilà. Bon, bah, tant qu'on est sur le sujet des corrélats neuronaux, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ce qu'on l'a raté dans la partie définition? Quelles sont les bases neurologiques des émotions? Alors, il y a beaucoup de structures impliquées, mais les structures les plus impliquées dont on parle souvent, ça va être le système limbique, qui est un petit peu les structures profondes du cerveau. Il va y avoir l'amygdale, dont on parle tout le temps. C'est une structure qui va intervenir dans la perception des stimulus, surtout les stimulus menaçants, et déclencher le déclenchement d'une réponse. Il va y avoir l'hypothalamus qui va jouer un rôle dans les réactions physiologiques des émotions. Il va y avoir l'hippocampe qui va mettre en mémoire le contexte de la situation et de l'émotion, donc mettre en mémoire le contexte et l'émotion ressentie. Après, on va avoir aussi le cortex préfrontal qui joue un rôle dans plein de trucs, Mmh. mais ce qui va jouer un grand rôle dans la régulation des émotions. C'est un peu l'entité de contrôle du cerveau et du coup aussi forcément des émotions. Notamment, par exemple, dans les troubles anxieux, les études en imagerie, ce qu'elles montrent, c'est que souvent, on va avoir une hyperactivation du système limbique, notamment de l'amygdale, et une hypoactivation du cortex frontal. Et en fait, c'est que les afférences ne se font pas bien et que le cortex frontal va pas être assez fort, entre guillemets, pour calmer l'amygdale et lui dire oh, oh, doucement là, t'arrêtes de te surexciter et voilà. Ouais, un bon résumé du rôle du préfrontal cortex de manière générale pour les Ouais. émotions et pour le reste, c'est juste la structure qui dit chut Et ben, pas que en aux autres vrai, parties du mais plein cerveau. de plein de trucs, oui. Bon, grossièrement, ouais. Ah Et oui, vraiment. et après au niveau des systèmes de neurotransmetteurs, il y a, la dopamine qui est la star des réseaux sociaux en ce moment, qui du coup forcément va jouer un rôle dans, le plaisir, la récompense et que vu que les émotions, c'est, aussi, là pour, nous guider nos actions vers un but, donné, donc forcément c'est impliqué. La sérotonine qui joue un rôle dans la régulation de l'humeur, qui est impliquée notamment dans les troubles dépressifs. La noradrénaline qui va jouer un rôle dans l'activation, le stress, l'euphorie et cetera et voilà. Liste vraiment non exhaustive. Non mais voilà, c'est parfait, au moins les gens comprendront un peu. Pour la dopamine, un mythe qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est qu'elle est associée directement au fait d'obtenir quelque chose, alors que c'est beaucoup plus dans le parcours pour aller obtenir la chose qu'elle est relâchée. Au moment où on reçoit la récompense, les neurones se taisent. Au moment où la récompense devient certaine, waouh. Au moment où la récompense devient certaine, les neurones justement s'arrêtent complètement, se taisent parce que ils sont là juste pour l'avancement vers la récompense quand il y a encore de l'incertitude. Donc voilà. Ouais, la dopamine, c'est vraiment la motivation. Mm. C'est là pour motiver, nos actes. C'est ça. Faut pas penser que quand on a quelque chose, une fois qu'on l'a, c'est plus de dopamine qui vient nous aider. Maintenant qu'on a fini la partie théorique, je te propose d'aller voir un petit peu les habitudes que les gens peuvent prendre tous les jours. Donc on a vu que comment est-ce qu'ils peuvent améliorer leur régulation émotionnelle au quotidien. Bon, il va y avoir les classiques, un bon sommeil, Un du bon sommeil, du sport. sport, une bonne alimentation. Bah oui, bah parce que pour la santé mentale, je pense que c'est pareil que la santé physique, les recommandations, sport, alimentation, sommeil. Après, on a évoqué certaines choses aussi au début sur l'importance d'identifier ses émotions, l'importance d'avoir un regard critique sur ce qu'on ressent, de bien comprendre les contextes dans lesquels elles se produisent, elles surviennent. Quelque chose qu'on n'a pas abordé, c'est le fait d'en parler. C'est quelque chose de très, 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 très important, le fait d'en parler. Ouais, l'humain est une créature sociale et c'est pas pour rien, ce trait-là, ça a un caractère, adaptatif, évolutif et ça concerne aussi, la gestion de ses émotions. Heu, des fois, on n'est peut-être pas forcément la meilleure, personne, placée pour, critiquer, ce qu'on ressent. Enfin, on est à la fois la meilleure et la pire personne finalement parce qu'on sait, mais
on est en plein dedans, donc Mmh. avoir un regard extérieur, c'est important. Et puis, juste se sentir compris. Ou se sentir écouté tout simplement, sentir que quelqu'un est là, que quelqu'un est là pour nous écouter, qu'on n'est pas seul, sentir qu'on appartient à un groupe, que, on est, soutenu. C'est très important donc je pense, vraiment c'est quelque chose sur lequel, j'insiste énormément. C'est très important d'en parler. Il faut arrêter avec ce mythe, du warrior, qui garde tout pour soi, c'est pas bon du tout, ça n'apporte rien de bon, c'est la meilleure façon de péter un câble. Hem, une autre façon de péter un câble aussi, c'est la suppression émotionnelle, c'est de ne pas se laisser, vivre, ses émotions. C'est très, très important de vivre, toutes, ses émotions, y compris les émotions négatives. Si on est triste, on a le droit d'être triste et on se laisse être triste. C'est voilà, bah, alors si ça dure, Mmh. bien sûr, voilà, être triste tout le temps, il faut faire quelque chose, mais il arrive quelque chose et on est triste, faut l'accepter, se dire que c'est normal et que ça passera et surtout se laisser le temps et faut déculpabiliser, ces émotions-là. Faut arrêter de les associer à de la faiblesse ou que sais-je. C'est quelque chose que malheureusement je trouve qu'on entend beaucoup, ces derniers temps avec, la réémergence de discours, masculinistes, de développement personnel un petit peu bizarres, sur lesquels je tombe, qui me hérissent. Mais voilà, je pense que c'est totalement normal, légitime et il faut pas culpabiliser là-dessus. Donc ça, je pense que c'est important aussi. En parler à son entourage et ne pas hésiter à voir un psychologue si on sent qu'on a besoin, de davantage d'aide et que nous, on n'arrive pas à s'en sortir, seul face à ce qui nous arrive et à ce qu'on ressent. Ça, faut en parler, mais faut aussi en parler aux bonnes personnes. Faut faire gaffe à qui on en parle. Donc, ça peut être à votre entourage. Parfois, il y a juste des choses qu'on n'a pas forcément envie de dire, même à notre entourage. Donc, dans ce cas-là, on peut trouver justement une aide extérieure, Mmh. neutre, entre guillemets. Et même parfois, si on n'arrive pas forcément aussi à en parler, on peut juste, justement, la pratique d'écrire ou quoi, de faire justement, de Mmh. les faire sortir sur papier, même si elles sont pas partagées, ça peut aussi aider. Oui, totalement. Ouais, tout ce qu'on a abordé, Ouais. au début, sur le fait d'écrire, les choses, les extérioriser. Enfin voilà, extérioriser, écrire, c'est une façon d'extérioriser aussi. On t'a parlé de l'attitude à adopter envers les émotions négatives, mais concrètement, Mmh. une émotion négative émerge, de la tristesse, de la jalousie, du regret, peu importe, l'émotion. Qu'est-ce que tu recommandes de faire sur le moment? Mettons que le moment soit opportun, c'est-à-dire que la personne n'est pas, en train de faire, son travail ou je ne sais quoi et que du coup elle peut pas juste se concentrer dessus, mais une fois qu'elle peut se concentrer dessus, qu'est-ce que tu recommanderais de faire, Je pense que c'est très dépendant, des contextes et enfin bon, moi, je pense que c'est une réponse assez naïve que je vais apporter, je suis pas psychothérapeute, mais je pense que ce serait juste, tous les éléments, qu'on a abordés. Déjà, la première chose à faire, c'est de valider ses propres émotions. Enfin, une fois qu'on les a identifiées, de se dire: «OK, là, je suis triste», de l'accepter, de se laisser être, triste, de ne pas chercher, absolument c'est un réflexe qu'on a, c'est chercher absolument à supprimer ça, à changer les idées, et cetera. C'est bien de se changer les idées, mais il faut prendre un temps aussi avant pour accepter et des fois, on a besoin d'être triste. Enfin, les émotions, elles sont pas là pour rien. Si, elles ont transcendé l'évolution, c'est pas pour rien. Si la tristesse est encore là. De réfléchir à ce qui nous amène, à ressentir ça, d'identifier les pensées, heu écrire ça pour les gens à qui ça fait du bien d'écrire, qui aiment bien ça, appeler des proches, pour les gens qui le peuvent, et qui le veulent, et après ça, oui, chercher à se changer les idées pour pas rester là à ruminer. Si on voit que nous, quand on écrit ça ou on y pense, on ne fait que ruminer pardon et que ça ne mène à rien, on arrête. Soit on en parle à quelqu'un, soit on va aller changer les idées, faire quelque chose qu'on aime. Je pense que c'est important aussi que chacun ait une liste de choses qu'il aime faire, de choses qui lui apportent du bonheur. Mais ça peut être tout et n'importe quoi. Je sais pas, une série qu'on aime trop mmh. regarder qui nous apporte la joie, un livre, se balader, peu importe. Voilà, et je pense que juste ça, faut que ça vienne en deuxième temps
et pas juste avoir le réflexe de vite essayer de se changer les idées parce que sur le long terme, c'est pas forcément ce qui va fonctionner. Et puis surtout, que ça dépend comment on change les idées. Si par exemple, aller changer les idées, c'est aller faire du sport ou, aller dormir ou quoi, là, ça va être un net bénéfice en soi parce que du coup, ça peut si on est un peu triste parfois, beaucoup de temps quand on a un peu mal, souvent, c'est juste parce qu'on a mal mangé ou on a faim ou on est fatigué. Il y a beaucoup de choses comme ça ou juste, une dette, on va dire, de budget corporel peut déjà suffire à mettre de manière générale sur la journée, une affect, une humeur plus négative. Mais du coup, il faut surtout se méfier à ne pas fuir l'émotion dans des choses qui vont augmenter ce déficit. Donc, par exemple, les réseaux sociaux ou avec les scrolls, toutes les choses comme ça, où justement, on va juste augmenter le déficit, on va aller sur quelque chose qui est encore coûteux émotionnellement. Et du coup, quand on va arrêter, on va se retrouver à un point encore plus bas que ce qu'on Mmh. était. Oui, oui, c'est sûr que les réseaux sociaux, c'est pas la meilleure façon. Enfin, dépend du contexte, du contenu qu'on consomme aussi, mais c'est pas forcément la meilleure façon de se remonter le moral, surtout qu'en général, bah, souvent dans l'utilisation actuelle des réseaux sociaux, j'ai l'impression que ça va plus le plomber qu'autre chose, Bah, souvent, le ça crée un moral. manque sur quelque chose dont on n'avait pas de manque dans un Ouais, premier temps. voilà, Par c'est exemple, ça. on va Puis, voir bah, que nos potes ont fait ça ou quoi, et en fait, ça va créer un manque sur quelque chose qu'on n'aurait même pas pensé dans un mmh, premier temps. mmh, mmh. Oui, bon, toute la dimension comparaison, et cetera. Ça aussi, on peut y aller pendant des heures, hein. Plein de soucis. Et du coup, pour finir, je te propose de voir comment est-ce qu'on réagit aux émotions des autres. Parce qu'on a vu comment en parler, comment traiter les siennes, mais comment accueillir celles des autres. Comment accueillir les émotions des autres? Je pense que, bah, je vais sûrement me répéter, mais quelque chose d'important, c'est de valider les émotions des autres. C'est de pas être je pense qu'il y a bah, c'est quelque chose que j'ai constaté, il y a plein de personnes dans une très, très bonne, volonté, vont tout de suite essayer de dédramatiser la situation, en disant: «Non mais, bah, ça va, c'est pas si terrible, que ça» et cetera. Mais ça risque, beaucoup de créer un sentiment de culpabilité chez l'autre. On va se dire: «OK, bah, je suis une drama queen, j'abuse pour rien, je devrais pas ressentir ça», mais ça va pas enlever l'émotion, ça va juste rajouter la culpabilité par-dessus. Donc la première des choses, je pense, c'est de valider ça, de dire, «Je comprends que ça te rende, triste, c'est normal». De poser, des questions aussi, bah, des questions pour un petit peu aiguiller la personne, si elle ne sait pas trop pourquoi elle se sent comme ça. Des précisions sur le contexte et après ensemble, essayer, de soit, dédramatiser si enfin dans un second temps quoi, soit, trouver des solutions et après aussi ne je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui ressentent une grosse pression, voire, un malaise, quand une personne se met à pleurer ou quoi devant elle ou vont sentir un énorme poids sur leurs, épaules, mais enfin c'est pas grave si on n'a pas la solution, enfin les choses sont très compliquées et je pense que juste être, une oreille attentive, c'est très bateau ce que je dis, mais c'est très vrai. Ça aide tellement de juste vider son sac et de savoir que la personne en face, elle nous écoute et elle nous culpabilise pas sur ce qu'on ressent et enfin, je pense que, tout le monde n'est pas, psychothérapeute, tout le monde, n'a pas apporté une solution, immédiate donc faut s'enlever cette pression, des épaules pour savoir, répondre correctement, de se dire: «OK, moi je suis juste, son amie, je suis là pour l'écouter». Si la personne en face vous demande un conseil, si on a les outils pour le faire, on le fait, et sinon juste, écouter, comprendre, en tout cas voilà, si pour une réaction, à un instant T. Après, si, vous avez, des proches qui sont dans une grande, détresse émotionnelle, et que c'est quelque chose de durable, et qu'on voit qu'il y a vraiment un problème sur le long terme derrière, bah, je pense, ne pas hésiter à conseiller à ces personnes, d'aller voir un psychologue, psychiatre ou autre, C'est je pense que c'est important parce qu'aussi il y a un gros, il y a un gros travail à faire sur la démystification, du métier, de psychologue. Bon, là, on s'éloigne un peu de ta question, mais je me permets. C'est qu'on a encore, cette vision, enfin, moins de nos jours, mais il y a encore, plein de personnes qui ont cette vision archaïque, les psychologues, c'est pour les fous, c'est pour les malades, moi, je suis pas fou,
Bah non, pas forcément en fait. C'est juste quelqu'un qui est là pour s'occuper de ta santé mentale c'est important si tu as si tu ressens le besoin de t'occuper de ta santé mentale et que le besoin d'une aide externe, c'est important d'y aller. Et c'est pas un truc hyper dramatique. Pareil, il y a aussi toute cette vision de non, mais de toute façon, le psy, il apporte pas de solution, il se contente d'hocher la tête d'un air vague et de grommeler 2-3 onomatopées ou de ah oui, ah ok, non, pas forcément. C'est pas du tout le cas. C'est, je pense, le cas de certains courants, mais faut aussi trouver ce qui correspond à tout un chacun. Il y a beaucoup de thérapies disponibles. Il faut juste se renseigner pour voir ce qui nous convient à nous. Donc voilà, ça aussi, je pense que. Donc je pense que conseiller les gens aussi, quand ils vont pas bien, évoquer cette possibilité de consulter chez un psychologue, ça, c'est quelque chose qui participe à cette démystification et qui banalise et normalise le fait d'aller voir un psy comme on va voir un médecin généraliste quand on a mal au ventre ou quand on a une grippe, quoi. Pour conclure, quelles sont les perspectives pour toi? Comment est-ce que tu vois ton avenir? Qu'est-ce que tu vas faire prochainement? C'est quoi les prochaines étapes? Les prochaines étapes, donc comme j'ai dit au début, moi je suis fraîchement diplômée, donc là je cherche un travail. J'ai mon premier entretien d'embauche demain d'ailleurs, Oh! croise les doigts. Là j'aimerais travailler dans l'autisme avec des enfants ou des adolescents. Je pense là de toutes mes expériences de stage, c'est ce que j'ai le plus aimé. J'ai adoré, donc j'espère trouver un travail dans ça. Par contre, ça serait, pour, 1 ou 2 ans parce que moi j'aimerais être chercheuse à long terme. Enfin, en tout cas, j'aimerais faire une thèse et du coup, je pense que, là, il faut que je candidate, pour, un programme, de thèse et voilà, avec un peu de chance, je serai, doctorante dans quelque temps, j'espère. Et du coup, pour sujet de recherche, tu aimerais rester sur, justement l'adolescence, l'autisme et cetera ou Non, pas du tout. Moi, je veux vraiment faire une thèse qui soit, qui inclut un petit peu des aspects, sociologiques. C'est quelque chose, je trouve, qu'on a grandement dont j'ai grandement manqué, en master. Je trouve que ça manquait de transversalité et j'ai pas du tout fait de sociaux, alors que je pense que c'est un truc très essentiel et j'aimerais bien, travailler, sur, l'intégration, d'une approche, transculturelle, et intersectionnelle, à la pratique, des psychologues. Donc ce serait vraiment de la recherche, clinique. L'idée, ça serait, de mettre en lumière, toutes, les, considérations, liées aux différences, culturelles, aux discriminations sociales et cetera, leur implication, dans la pratique, des psychologues. Voilà et du coup, j'aimerais bien, travailler là-dessus. Mais bon, c'est juste mon idée, j'ai mon sujet, maintenant faut que je trouve, les moyens d'y parvenir. Voilà. bah, écoute, bon courage pour tout ça. Encore merci Merci. beaucoup Mélissa d'avoir fait cet épisode. Merci, c'était un plaisir. J'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un like et un commentaire pour me faire savoir ce que tu en as pensé. Tu peux aussi rejoindre l'aventure en t'abonnant à ma chaîne YouTube, à mon compte Instagram et à mon compte TikTok. Tu peux aussi t'abonner et laisser 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. En tant qu'auditeur, je sais qu'on ne réalise pas toujours l'impact d'un abonnement ou d'une note 5 étoiles. Mais crois-moi, en tant que créateur, ces petites actions sont cruciales pour améliorer le référencement et continuer à faire grandir ce projet. Si tu as des amis ou de la famille qui pourraient être intéressés par le podcast, n'hésite pas à leur en parler ou même à le partager en story. Encore une fois, c'est le meilleur moyen de me soutenir et de participer à cette aventure. Merci pour ton soutien et ta curiosité. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.